Aujourd'hui, c'est avec Philippe Gildas que je mange celui qui pendant 10 ans fut l'âme de Canal+ et nulle part ailleurs. Une période magique durant laquelle, parallèlement, il dirige Ellipse, filiale qui produira la série animée Tintin. Mais sa carrière, il la débute en 1969 au journal Combat, 2 ans avant de rejoindre Radio Luxembourg qui ne s'appelle pas encore RTL. Le début d'un parcours qui passera par la première chaîne télé, mais aussi France Inter et surtout Europe 1, là où déjà père de 3 enfants, il fera la connaissance de Maryse, voix de la station qui deviendra sa compagne. Enfin, en 2007, il lance la chaîne d'art de vivre Vivolta. Bref, une existence bien remplie qu'il raconte dans son dernier livre « Comment réussir à la télévision quand on est petit breton avec de grandes oreilles ». Le midi, en général, c'est la diète ou vous mangez, il vous arrive de ripailler le midi? Non, moi, le midi, ça va nous amener alors directement à ma vie. Pendant très longtemps, pendant 10 ans, je faisais Ellipse le matin, à partir de 9h30, et puis j'arrêtais à 12h30 et je venais faire la conférence préparant l'émission du soir. De nulle part ailleurs. Avec mes productrices ou mon producteur, quand ça a été Bruno Gaston, qui est l'actuel patron là, de France 4. De France 4. Et donc, à partir de là, j'ai arrêté de déjeuner le midi. Enfin, vous mangiez en travaillant, quoi. C'était, même pas. Même pas, oui, même pas. Ah, oui. Même pas, parce qu'au début, c'est ce que je faisais, puis c'était toujours la même chose, c'était désagréable. Puis de manger tout seul, c'est pas marrant. Et manger au nez à la barbe de quelqu'un qui va aller manger ailleurs, c'est pas bien non plus. Donc, je me suis mis au cigare le midi. Donc, je fumais le cigare. Ça coupe l'appétit. Et ça coupait complètement l'appétit. Oui, voilà, mais alors, à l'époque, on pouvait encore fumer. Alors, je m'enfermais quand même pour ne pas gêner Antoine Decaune, qui ne supportait pas le cigare parce qu'il avait voulu m'imiter, il fumait le cigare. Ah oui, vous racontez ça qu'à un moment, c'est marrant. Bonjour. Alors vous êtes nos clients privilégiés aujourd'hui, donc très exceptionnellement on vous sert à table. Ah oui, parce que c'est pas généralement il faut aller au buffet, mais bon. Mais oui. Qu'est-ce que vous prenez, Philippe? J'ai déjà boire un coup, moi, en apéritif. Voilà, exactement. Moi j'ai vu qu'il y avait une petite soupe. Un petit potage. Voilà, un petit potage, ça vous dit? Je vous amène un petit potage. Courgette Roquefort. À courgette Roquefort. On va tenter pour ça. le Roquefort. Voilà. On revient avec. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des salades, il y a des sandwichs, il y a des quiches. Non, une tarte quelconque, enfin une quiche ou... Qu'est-ce qu'il y a comme quiche alors? On a une quiche au brie, on a une quiche Lorraine classique. Ah ben une quiche Lorraine. Une quiche Lorraine. Voilà, moi je prends la quiche au brie. Parfait. Voilà. Moi j'ai tout de déjà suite. pris Roquefort dans le potage, moi. Voilà, mais vous voulez que je vais vous servir? Oui. Est-ce que je vous fais goûter De toute façon, elle est ouverte, donc à mon avis, ils ne la reprendront pas. Donc elle a intérêt. Enfin, de toute façon, c'est un bon restaurant, et si vous ne m'avez pas amené dans une usine à gaz. Ils ont du bon vin, maintenant. J'ai une excellente eau pour vous, moi. Ah ben voilà. Ce dont je me suis rendu compte avec votre livre, qui est absolument passionnant, c'est que, bon, au-delà du titre accrocheur et très amusant, c'est qu'en fait, c'est une vraie plongée dans les arcanes, dans les coulisses des médias de ces 50 dernières années, des médias radio et télé, parce qu'en fait, vous avez tout connu. Vous avez connu RTL quand ça s'appelait Radio Luxembourg, Europe 1 quand c'était Europe numéro 1, Antenne 2 ou TF1 en tout cas quand c'était l'ORTF. Vous avez tout connu et vous avez accompagné et même souvent initié l'évolution. Et je me demandais, au fond, qu'est-ce que vous êtes le plus content d'avoir accompagné comme évolution et qu'est-ce que vous êtes le plus fier d'avoir inventé? Donc, voilà. Je pourrais vous dire tout bêtement, évidemment, c'est nulle part ailleurs. Parce que ça a été un festival et qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on arriverait à quelque chose qui, on le voit aujourd'hui, n'était pas très loin de la perfection, à condition d'aimer l'humour potache et le mélange des genres. Mais avant, je parle vraiment de... Justement, mais en plus, c'est même parce pas... qu'une grande partie de votre vie, ce que les gens ignorent, c'était à la radio où vous étiez chef d'info, directeur de rédaction, vous étiez les mains dans le cambouis, vous n'étiez pas là. Oui, non, mais en fait, je suis un ouvrier spécialisé en information. Oui. Et je suis un vrai artisan. C'est-à-dire que quand j'arrive à Radio Luxembourg, je suis étonné qu'il n'y ait pas l'équivalent d'Albert Simon en météo. Donc c'est vrai que je fais tout pour un personnage fétiche, quoi, quelque chose qui porte l'antenne. Je suis bien remercié, puisque c'est comme ça qu'on va créer quand même Jean Breton. En fait, il est alsacien, Jean Breton. Mais donc il y a quelqu'un qui personnalise la météo et qui est disponible 24 heures sur 24. Ça, c'est vous. En tout cas, sur Radio Luxembourg, c'est vous qui l'avez inventé. Oui, mais pas tout seul, parce que j'ai seulement fait valoir qu'il fallait quelqu'un qui fasse la météo. En revanche, quand j'arrive à la télévision,
on reviendra sur le fait qu'à chaque fois ça se passe par hasard, mais quand j'arrive, je demande à faire les infogénés, et dans les infogénés, l'information générale, et là je vais chercher le patron de la météo nationale et discuter avec lui pendant 6 mois pour dire mais il faut que vous nous laissiez faire la météo, vous vous rendez pas compte, c'est l'information. C'est quand même incroyable. C'était un peu austère, c'était un bulletin d'information avec des cartes. Un seul bulletin, anonyme. Une incarnation. Oui, et un seul bulletin juste après l'édition du soir. Je veux dire que c'est une folie, donc j'essaye d'expliquer à ce patron que c'était quand même lui qui avait une mine d'or et que si, je ne savais pas encore à ce moment-là qu'il existait des officines qui utilisaient officiellement ce qui arrivait par les satellites, mais en réalité qui piquaient les bulletins de la météo nationale et qui les revendaient, qui les commercialisaient pour les paysans ou pour les réalisateurs de films ou les producteurs de films. Au bout de 6 mois, j'ai gagné. Il est arrivé un type, un barbu qui s'appelait Larivière et c'est devenu les speakerines. Très peu de temps après, uniquement parce que les speakerines étaient disponibles quand ils n'ont pas trouvé de fonctionnaire pour remplacer Larivière, l'ingénieur Larivière, pendant les périodes de vacances. À quoi ça tient à la vie? Voilà, mais donc finalement, la madame ou le monsieur météo, c'est vous. À la télévision, c'est vous, quoi. Enfin, je veux dire, entre autres, c'est une chose que vous avez introduite. Oui, mais vous m'avez demandé qu'est-ce qui me rend le plus fier. Donc c'est d'avoir amené la météo comme ça. Mais j'aurais pu vous dire aussi qu'il y a plein de choses dont je suis fier qui ne sont que des petites choses. Mais cela dit, alors les jeunes, vous en avez découvert, ou en tout cas vous avez participé à leur éclosion. Je veux dire, les PPDA, bon, c'est pas grâce à vous qu'il est venu à France Inter, mais c'est quand même vous qui l'avez envoyé à Antenne 2, enfin voilà. Guillaume Durand, vous l'avez vu arriver. Lescure, il était dans le package que l'école des journalistes vous a fourni. Et je me demandais, au fond, tous ces gens, est-ce qu'ils sont reconnaissants ou est-ce qu'il y a aussi parmi ces... Non, attends. Est-ce qu'il y a aussi parmi ces gens, effectivement, des personnes qui vous en veulent, entre guillemets, d'avoir connu leur début? Parce qu'il y a parfois des gens comme ça, quand ils deviennent célèbres et très connus, ils n'ont plus envie de frayer avec les gens qui les ont connus maladroits. Patrick, par exemple, Patrick Poivre-d'Arvor ne manque jamais une occasion de dire que c'est moi qui l'ai amené à la télé. Quand l'ORTF, par la volonté de Giscard, qui devient président de la République, explose, il supprime l'ORTF, il donne l'autonomie à chacune des chaînes. Et on a droit. Donc moi, je suis mis à la porte. Pas du tout pour des raisons politiques. Je suis mis à la porte uniquement parce que je suis ce qu'on appelle un contrat à durée déterminée. Et donc, ils me donnent quand même, juste avant de partir, comme je suis la vedette de leur antenne, le droit d'emmener une personne avec moi, car à l'époque, je dois aller prendre la rédaction d'Antenne 2. Et je choisis Patrick Poivre-d'Arvor parce que ce garçon qui faisait la revue de presse m'avait sidéré par sa capacité à parler de tout et de rien, avec une extrême polyvalence et surtout, c'était manifestement un garçon extraordinairement cultivé. Bon, malheureusement, vous resterez pas Antenne 2 parce que votre faux passé de communiste vous poursuivra, vous pourrira un peu la vie. C'est-à-dire que c'est une vraie méchanceté quand même. Ça remontait, c'est bien fait pour moi d'ailleurs. C'est parce que je claquais systématiquement les portes quand je me plaisais pas dans une maison. À l'époque, on trouvait du boulot comme on voulait. Et donc j'ai claqué la porte de Radio Luxembourg et c'est de là qu'est venue la première attaque. Donc quoi, pour m'empêcher d'aller prendre la tête de Radio Monte-Carlo, de l'information à Monte-Carlo, on m'a dit que j'étais communiste. Et pour expliquer, j'étais communiste puisque, n'étant pas gaulliste et le revendiquant, je m'étais opposé aux manifestations du quartier latin, donc je ne pouvais être que communiste. Puisque les vrais communistes étaient contre. Étaient contre, et pour cause, ils avaient tellement peur des bourgeois qui faisaient la révolution. Oui, c'est considéré que la mai 68. Mais je vois que vous avez bien suivi toute l'actualité. Mais au fond, est-ce que vous auriez pu faire cette carrière de journaliste, directeur de l'info, enfin de journaliste, s'il n'y avait pas eu cette rencontre avec Jean-Yann? Parce qu'au fond, vous étiez parti pour une licence de lettres. Je suis incapable de répondre à votre question. Cette rencontre est assez fabuleuse. Enfin. Ah oui, ce que je dois à Jean-Yann, c'est effectivement d'avoir sans doute appuyé sur le bouton au bon moment. Pour gagner ma croûte, j'étais veilleur de nuit 2 ou 3 jours par semaine. Je partageais cette responsabilité énorme d'être veilleur de nuit dans un hôtel avec le bedeau de l'église Saint-Jean de Belleville. Oui, c'est à Belleville, hein, oui. Et donc, moi, je vois arriver un jour un type avec un gros machin sur le ventre, et je me doutais qu'il venait des studios parce que j'avais entendu parler déjà par quelques clients
les mois précédents. Bon appétit. Mais moi, j'avais jamais vu la télé. Oui, il y avait les buts de Chaumont. Donc, Et il y avait les studios des buts de Chaumont les quarantenaires derrière. et plus Mais c'est eux qui... les buts de Chaumont, c'était un peu la plaine Saint-Denis maintenant. Il y avait les gros studios de télévision qui étaient là, quoi. Ben, il y avait l'unique studio de télévision. Il y avait, vous avez raison, il y avait 14 ou 15 plateaux. Hein, mais je ne pouvais pas me douter que j'irais un jour faire y animer la tête et les jambes. Ah bah non. Mais donc, alors bon, bah voilà, Jean-Yann, donc lui, logeait là quand il faisait des émissions. Il arrive avec son énorme truc, il venait pour un type qui s'appelait Jean Nohain à l'époque, qui faisait les grandes émissions de variété. Et Jean-Yann qui n'était pas encore très connu. Et Jean-Yann n'était pas connu du tout, moi j'avais jamais entendu parler de lui. Il avait votre âge, quasiment 2 ans de plus. Il avait 2 ou 3 ans de plus que moi, mais il avait 60 kilos de plus que moi, le double. Hein. Et il me raconte qu'il vient d'à côté, il chante des chansons qui se voulaient un peu révolter à l'époque. Bon, c'était plus amusant qu'autre chose. Hein. Et il me dit à moi, et toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un métier, ça. Et je lui dis, moi, en fait, je suis des études en Sorbonne. Je suis spécialisé en latin grec, en lettres classiques. Il dit, mais ça te plaît? Il dit, non, pas vraiment. Puis en plus, je suis persuadé que j'arriverai jamais à les rattraper. Ces études, je travaille trop, je suis obligé de bosser et tout. Et c'est lui qui, à un moment, vous dit... Mais... Et c'est donc, au milieu de la nuit, il me dit... Mais, écoute, puisque tu t'emmerdes là, t'as qu'à faire comme moi. Tu dis, mais moi je sais ni chanter ni écrire. Il dit, mais non, mais moi je suis pas chanteur, moi c'est pour m'amuser, je suis journaliste. Et c'est là qu'il me raconte qu'effectivement il avait été 3 ans journaliste, il avait fait le centre de formation des journalistes, il était même envoyé spécial pendant 6 ou 8 mois dans le Darfour. Donc au fond, c'est lui, mais vous savez pas si finalement, c'était pas une passion... rentrer le journalisme. Vous lisiez beaucoup quand à Bourges, vous lisiez tous les journaux que votre père ramenait, mais c'était pas, vous disiez pas, mon Dieu, le gars que j'entends à la radio, j'ai envie de faire comme lui. Non, vous vous rendez compte, en dehors du Tour de France, quand j'étais au collège, toujours avec Cato, avec des curés, là, on n'avait que les résultats du Tour de France et du Stade Rennais, puisque c'était à Rennes. Mais sorti de ça, on n'avait aucune information. Donc c'est vrai que je pouvais pas, je savais même pas ce que ça voulait dire le journalisme. Et quand on est arrivé à Bourges, c'est vrai que je me suis jeté. Je pense, avant mes parents m'appelaient la concierge. C'est drôle d'ailleurs parce que quand Lescure a commencé avec moi, je l'appelais aussi la concierge. Oui, parce qu'il était toujours. Je crois que la curiosité est le premier talent quand même d'un journaliste. Hein. Mais aller à Paris, est-ce que c'était une nécessité, je veux dire, pour vous de fuir Bourges, que vous n'avez jamais aimé puisque vous avez toujours eu la Bretagne dans le cœur, de fuir une famille, père notaire qui travaillait jusqu'à 23h, une mère qui ne manifestait pas trop son amour, une fratrie de 7 garçons dont vous étiez l'aîné. Est-ce que c'était pour fuir tout ça? Sur le plan familial, si mon père était resté notaire à la campagne, je pense que j'aurais été notaire à la campagne, car c'était un métier fantastique. Et en Bretagne, quand il était encore en Bretagne, avant Bourges, en Bretagne, jusqu'à mes 15 ans. Donc, en revanche, en ville, là, de temps en temps, il voulait me punir, donc il me faisait faire de la reprographie. Mais la reprographie à l'époque, ça voulait dire faire la copie à la main. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas droit aux machines. C'était une grande bêtise. Hein. Mais est-ce que la vie de famille, néanmoins, vous étouffez un peu? Parce que vous dites finalement, ça vous dites ça vers la fin de votre livre, vous dites finalement, je me rends compte que mes 6 frères, je ne me suis jamais préoccupé de ce qu'ils faisaient aux 4 coins du monde, où j'ai jamais cherché à avoir de nouvelles. Mes fils, je ne les ai pas beaucoup vus parce que je travaille tout le temps. Et donc je me dis, au fond, est-ce que vous étiez un peu saturé de famille, de cette famille de 7 garçons à cette époque-là. Mais l'aîné, si je me trompe. Oui, je suis l'aîné, oui. Mais les frères, c'est un peu particulier. Parce que moi, j'ai été élevé dans cette logique de ces familles de Bretons qui sont obligés de s'éloigner. Mon grand-père était gardien de phare quand il était jeune, à Belle-Île, et il épouse ma grand-mère parce que quand il va garder son phare, il passe tous les jours devant la maison de ma grand-mère. Donc la vie, elle est sur 4 km. Oui, le drame des Bretons, c'est que dès qu'ils ont fait plus de 2 enfants, on ne peut pas vivre à Belle-Île. D'autant moins qu'en plus, le grand phare est électrifié à ce moment-là, donc il perd son boulot. Donc il traverse le petit pas de mer qu'il y a là, 10 km ou même pas de l'autre côté de la mer, là il y a Quiberon, la presqu'île de Quiberon. Mais si je vous raconte ça, c'est parce que ma mère, elle va naître 10 ans plus tard, 7 km plus loin, à Plouarnel. Et moi, je vais naître 10 km, mais une génération donc oui, après, ça y est, à chaque fois. C'est-à-dire qu'on s'éloigne petit à voilà, petit. Mes frères suivants sont nés à Rouget. Là, on est à la limite de la Bretagne, en Loire-Inférieure. Et puis, mon dernier frère, il est né à Bourges. Voilà. Et donc,
quand mes frères s'éloignent, moi je trouve ça tout à fait normal, on se rend pas compte, mais je trouve ça tout à fait normal. Mon deuxième frère, le premier qui quitte la famille, parce qu'il veut faire des études concrètes, il est sous-marinier, et donc il va se retrouver sur tous les chantiers de guerre. Mon cinquième frère va faire pareil, il est enterré en Nouvelle-Calédonie. Il y a un lien peut-être qu'on peut faire finalement entre ce que vous avez vécu enfant, adolescent et votre boulot, c'est peut-être le scoutisme. Je veux dire par là que vous avez toujours eu la réputation, et c'est ce que vous vouliez être, c'est un bon chef d'équipe. Et un bon chef d'équipe, c'est peut-être un ancien bon chef scout. Enfin, c'est vrai. Parce que c'est très important dans ce métier, surtout dans ce que vous avez exercé dans l'ombre, parce que les gens ne savent pas toujours, quand vous étiez chef de l'info, rédacteur en chef, directeur... Enfin, il faut... C'est vrai que d'avoir été l'aîné, vous colle consciemment ou inconsciemment des responsabilités. On va dire que ça forme le caractère. Hein. On peut être plus ou moins rebelle et pas avoir envie d'être le chef, mais mes parents nous avaient plutôt bien élevés, et donc moi ils m'avaient élevé comme le responsable de mes 6 frères. Donc de fait j'étais déjà chef d'équipe alors que je n'avais aucune conscience de ce qu'ils me demandaient. Mais ensuite, c'est vrai que quand je deviens scout, là, je commence tard, puisque j'arrive à Bourges à 15 ans. Et comme j'ai 15 ans, je deviens chef tout de suite, c'est-à-dire chef de patrouille dans un premier temps. 2 ans après, je vais être chef de troupe. Et après, je finirai même par leur rendre la monnaie de leur pièce en prenant la responsabilité complète du camp quand ça devenait nécessaire. Et donc, c'est vrai donc, que consciemment ou inconsciemment, je suis devenu très vite passionné par les équipes. Et la chose dont je suis le plus fier, tiens, on va avoir fait une longue boucle par rapport à tout à l'heure, au fond, c'est pas la météo, la chose dont je suis fier, c'est d'avoir monté sans arrêt des équipes. Mais alors, chef d'équipe, alors vous dites même, justement, quand on anime les tranches matinales à la radio, ou même quand on fait nulle part ailleurs à la télévision, ce qu'il faut, c'est qu'on s'entende bien, parce que comme on travaille tout le temps ensemble, dans des périodes comme ça, encore plus peut-être à la radio, il faut qu'on s'entende bien. Et donc vous avez toujours essayé d'établir ce climat qui n'est pas le cas de tous vos collègues. Mais en même temps, quand même, d'aucuns disent, alors vous vous en souvenez plus, mais que vous pouviez être colérique. Laurent Chalumeau, même à propos de Nulle part ailleurs, disait qu'il pouvait vous voir rentrer dans des rognes telluriques, des choses pas possibles. Et donc on se dit, mais tiens, le Gildas Bonepâte qu'on a l'impression de connaître, ou celui qui essaie d'établir une bonne équipe, une bonne ambiance, il peut aussi monter dans les tours. Oui, mais Chalumeau était un romancier, comme vous savez quand même. Oui, mais il n'est pas le seul quand même. Non, mais c'est le... Vous dites vous-même que la mauvaise foi fait partie de votre personnalité. Totalement, et que je revendique en plus. Mais parce que c'est une arme extraordinaire. C'est-à-dire que ça permet de couper court la mauvaise foi. C'est-à-dire que c'est tellement dément d'être... Plus c'est gros, plus ça passe. Exactement. Et puis surtout, ça désarçonne complètement l'autre qui se dit, mais qu'est-ce que je peux répondre à quelque chose aussi gonflé et d'aussi malhonnête. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Chalumeau, c'est qu'il devrait ajouter quand même que c'était pour des bricoles. Il devrait dire à chaque fois pour des bricoles. Et donc ça retombait aussi sec. En réalité, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'était sur des détails. Et moi, je n'ai pas le souvenir d'une vraie colère sur un point important. Pour en revenir à Nulle part ailleurs, quand même, donc il y a eu cette période formidable où avec Antoine Decaune, vous allez vraiment avoir cette répartition de rôles naturelle sans doute, mais qui a fait votre succès à vous et son succès à lui. Et je me suis dit, bon, à l'époque vous disiez toujours Nulle part ailleurs peut durer longtemps, 100 mois, etc. Il y a eu deux ou trois saisons que vous avez faites sans Antoine. Il y a eu Valérie Payet, bon ça tout le monde a oublié, mais voilà. Puis il y a eu Laurent Baffy qui était terrorisé. En fait, vous vous êtes rendu compte que le direct, c'était pas possible pour lui. Mais quand, après, vous êtes parti Nulle part ailleurs, que vous avez vu Guillaume Durand, Nagui, enfin tout, est-ce que vous avez eu mal à Canal ? Je veux dire, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment la déroute, quoi. Enfin, je veux dire, ça ne ressemblait en tout cas plus du tout à ce que vous aviez pendant des années établi avec Antoine. La vérité m'oblige à dire quand même que c'est moi qui avais quitté involontairement, donc je pouvais difficilement revenir voir De Greff et lui faire la morale. Non mais intérieurement, je ne dis pas que est-ce que vous disiez merde, il est en train de foutre en l'air tout ce que, même si c'est de ma faute ou même si c'est, mais enfin. J'ai essayé de discuter avec Alain De Greff en lui disant, mais ça n'a pas duré longtemps, que, à mon sens, c'était une erreur
d'avoir gardé le titre de nulle part ailleurs, alors qu'on y trouvait de plus en plus ce qu'on voyait déjà beaucoup trop ailleurs, et notamment la politique. Les invités politiques, ce que Denisot fait maintenant beaucoup. Oui, mais sauf que Denisot, ça s'appelle plus nulle part ailleurs, et qu'il a changé complètement la formule, et que ça correspond à son système, et qu'en plus il profite bien du vide sidéral de la politique dans les grands journaux. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Et donc, le Grand Journal aujourd'hui est une émission remarquable, mais qui n'a de points communs avec nulle part ailleurs que la capacité à avoir des séquences dans lesquelles il y a beaucoup d'humour. Et il y a encore les guignols. Et le zapping. Et le zapping. Le zapping est une invention de Michel Denisot, il faut le savoir. Donc c'est lui qui nous avait apporté le zapping déjà. Et qui était une très belle chose que j'oublie d'ailleurs à chaque fois moi, quand j'en parle, alors que c'est vraiment une très très belle chose. Mais le problème, pour revenir à nulle part ailleurs, c'est que il n'aurait pas fallu laisser Durand s'enfoncer comme il l'a fait dans la deuxième année. Parce que la première année est plutôt réussie. Le défaut, c'est que dans la deuxième, il aggrave ce qu'il a fait dans la première. Oui, avec des invités politiques ou pointus ou des choses. Oui, ou des espèces des prises de position assez démentes. Et puis j'ai été beaucoup plus gêné par le fait que Guillaume, honnêtement, un, il travaillait pas assez, et deux, le jour où il est arrivé, il a expliqué sur Canal+, la chaîne du cinéma, il a expliqué devant les maquilleuses en regardant Giordano annoncer je ne sais plus quoi, elle était Madame Cinéma à l'époque, et annoncer, lui disait en commentaire, oh, le cinéma, bon, si on veut 5 ou 6 films, et dans les années 30 à 40, parole. Oui, donc c'était qui? Elles se sont empressées de répéter. De répéter partout. Dans les 3 jours qui ont suivi, il a escagassé de façon bête les guignols en disant que jamais il n'applaudirait ni même ne parlerait à des beaufs comme les auteurs des guignols. Et donc à partir de là, ils se sont déchaînés, il s'est fait assassiner, il était face à un char qui était en plein succès en plus à l'époque. Ce qui est terrible après, c'est que le contrepoids immédiat, le balancier repart dans l'autre sens et ça devient Nagui. Et là, donc on est passé d'un ultra culturé à quelqu'un qui va faire, avec beaucoup de talent, ultra populaire. Mais c'est pas mieux, c'est-à-dire qu'à chaque fois on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Voilà, donc là, c'est toujours pas nulle part donc ailleurs. ils avaient perdu la moitié à chaque fois. Donc à la fin, s'ils continuaient comme ça, il ne restait plus rien. Mais est-ce que vous avez un peu de nostalgie par rapport à ça? Souvent les gens des médias disent j'ai pas de nostalgie, moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe devant. Mais quand même c'est parce que vous dites c'est un miracle ce qui s'est passé pendant toutes ces années de nulle part ailleurs. Vous vous dites pas c'était quand même bien. Non, si. Ah oui. Mais enfin, j'aimerais que ça continue. Vous dites pas tiens si je pouvais être à la place de Denisot, même si ça s'appelle plus nulle part ailleurs, mais. Non, et je crois que vous avez donné la raison tout à l'heure. Les 2 années qui ont suivi le départ d'Antoine m'ont conforté dans l'idée que autant j'avais été heureux avec Antoine et tout, autant je me rendais bien compte que plus jamais on ne remonterait à ce niveau-là. Mais alors maintenant, Vivolta, est-ce que ça c'était l'envie de se dire, je sais qu'au début c'est Michel Drucker qui a l'idée de faire cette chaîne pour les gens de votre âge, enfin de se dire mais mon Dieu on voudra plus de nous bientôt, il faut faire une chaîne pour les gens qui partagent l'art de vivre de notre âge. Il va vous larguer entre-temps, je ne sais pas si vous l'avez digéré, ça maintenant dans le livre. Oui. Enfin bon. Non mais si je l'ai digéré. Non, je lui en veux un peu vous avez dû faire la chaîne seule quoi. Je lui en veux non pas pour moi, parce qu'à partir, ça fait partie des aléas. Je lui en veux de ne pas me l'avoir dit en temps utile, parce que j'avais fait travailler gratuitement toute une mini-équipe de 6 ou 7 personnes quand même. Moi j'ai fait nommer Michel Drucker, logiquement, puisqu'il est à l'origine de l'idée. Président, c'est lui qui doit les signer. Et il n'ira jamais signer. Et il ne me dira jamais qu'il ne viendra pas. Et c'est pour ça que je lui en veux, parce que l'équipe s'est retrouvée dans la merde et le projet est tombé à l'eau. Oui, il a fallu beaucoup de temps pour qu'il ne et donc il refait surface avec des gens totalement différents et non plus avec l'équipe d'origine. Donc il n'y a que moi. Et donc à ce moment-là, je me laisse embarquer. Et là, j'ai eu tort. Je reconnais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû me laisser embarquer. C'est-à-dire que vous regrettez maintenant Je regrette non pas d'avoir créé la chaîne, mais d'avoir accepté de servir de caution à cette chaîne, alors que je préférerais faire le tour du monde. Ben oui, c'est ça, oui, parce que c'est
votre grande passion, c'est les voyages. Là maintenant, vous vous en accordez 2. En fait, est-ce que c'est votre inspiration ou est-ce que c'est devenu le point essentiel de votre vie Depuis Vivolta, j'ai pas vraiment les deux. Non, c'est vraiment mon bonheur personnel. Et en plus, c'est un des points majeurs qu'on a, un des points communs majeurs qu'on a avec Maryse. Ah oui. Oui, mais donc, vous n'avez jamais eu l'idée de vous dire, maintenant c'est terminé, la télé, tout ça, parce que là vous êtes toujours sur Vivolta. Si, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter? Oui, je vous donne une information, ça va. Moi, je vais arrêter. Le Vivolta, j'espère non. Mais et vous quittez le navire, quand ça? Dans les mois qui viennent, je pense que je ne serai plus à l'antenne au début de l'année prochaine. Mais le prochain voyage en vrai avec Maryse? Ah non, on va en Jordanie à la fin de ce mois. Voilà. Je ne suis jamais allé à Petra quand même, c'est impardonnable. Écoutez, bon voyage à Petra. Hein. Et alors, peut-être qu'il y a un guide que vous n'avez pas, donc si vous voulez, vous pouvez toujours... Ah tiens, je vais regarder un guide sur la Jordanie. J'ai dû piquer un guide. Pour une cuisine al dente, rendez-vous chez Crefel.